Bonjour à tous. Merci d'être présents ici aujourd'hui à la Cité Fertile pour écouter cette table ronde « Comment amorcer une vie bas carbone ». J'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Pierre-Alix Lauré de 2 tonnes, avec Mathias Rotellini de Carbone 4 et Victoire Cachou de Low Carbone France. Donc, avant de rentrer dans le sujet de qui vous êtes et de ce que vous faites, voilà, j'ai constaté que donc carbone, c'est dans le titre de la conférence. On trouve aussi carbone dans Carbone 4, mais aussi dans Low Carbone France. Et 2 tonnes, je crois que c'est plus ou moins lié au carbone aussi. Donc, ma première question, ça serait: quel est le problème du carbone aujourd'hui, mais même plus largement des gaz à effet de serre? Et voilà, est-ce que Mathias, tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais, avec plaisir. Dans un premier temps, merci à tous et à toutes d'être présents aujourd'hui. Et je vais tenter de vous réexpliquer, si c'est pas clair pour vous, qu'est-ce que l'effet de serre ou les gaz à effet de serre. Concrètement, on a le rayonnement solaire qui va arriver donc à la surface de la Terre. Donc c'est un rayonnement qui est visible, et quand celui-ci va arriver à la surface de la Terre, une partie va être réémise pour aller vers l'espace, enfin de manière ascendante, et une partie avec des rayons infrarouges. Et une partie de ce rayonnement infrarouge va être captée par ce qu'on appelle les gaz à effet de serre. Et d'ailleurs, c'est tant mieux qu'il y ait des effets de serre naturels. Sans cet effet de serre naturel, on serait plutôt à moins 18 degrés. Donc concrètement, on ne serait pas là. Maintenant, la problématique, ça va être l'effet de serre additionnel qui va être provoqué par l'activité humaine. Et on va émettre de l'effet de serre en plus. Et c'est ce qui va provoquer ces degrés supplémentaires. Et on va ainsi changer le climat, on va dire, tel qu'il est naturellement. Pour vous aider à comprendre cela, une petite vidéo que Tristan peut lancer. Alors, cette vidéo, elle sert à illustrer que des changements climatiques, il y en a déjà eu dans le passé, mais que le changement climatique dont on parle actuellement, d'origine humaine, il sort tout à fait des variations naturelles du climat, et il est d'un autre ordre. C'est pour ça qu'on en parle beaucoup actuellement. Alors, les scientifiques vont analyser ce qu'on appelle des carottes glaciaires qui permettent de reconstituer la concentration en CO2 dans l'atmosphère. Et on va voir, là ici, sur ces 800 000 dernières années, qu'on a des périodes un peu plus creuses et des périodes plus hautes. C'est ce qu'on va appeler les aires glaciaires quand on est en bas et les aires interglaciaires quand on est en haut. On voit que la concentration en CO2 dans l'atmosphère, c'est 800 000 dernières années. Et là, on va pouvoir mettre pause maintenant. On y croit? Et donc, on voit que sur ces 800 000 dernières années, on est resté entre 180 parties par million et 280 parties par million. Or, depuis 150 ans, on sort des variations naturelles du climat. Donc là, la vidéo s'arrête à 390, mais aujourd'hui, on est plutôt de l'ordre de 415-420 parties par million, et cela sur 150-200 ans. Donc on a un changement climatique sur une durée bien plus courte, avec une concentration en CO2 bien plus importante que lors des variations naturelles du climat précédemment observées. Et là, on peut repasser sur les slides. Parfait. Alors, la question que je veux vous poser, c'est, d'après vous, lors de la dernière ère glaciaire, combien de degrés en moins on avait? Donc, vous pouvez voilà, réfléchir quelques secondes. Je vois une main levée. Je vais te donner la parole. 5 degrés, eh bien c'est la bonne réponse. On avait 5 degrés de différence. Et la question qu'on peut se poser, c'est au fond, qu'est-ce que ça change 5 degrés en moins, 5 degrés en plus? Sur la carte de gauche qui représente l'Europe, on peut voir qu'avec 5 degrés en moins, on avait des glaciers qui s'étendaient jusque Berlin, on avait des glaciers sur la moitié des Royaumes-Unis, un niveau marin 120 mètres plus bas, des steppes et des toundras, donc un climat bien différent de ce qu'on a aujourd'hui, avec ces 5 degrés de différence. Maintenant, vers quoi nous amènent les projections climatiques? Je ne vais pas entrer dans la complexité des modèles, mais selon les scénarios, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5 degrés, et donc on peut se demander qu'est-ce qu'il arriverait si on avait ce changement, non plus d'ailleurs sur des millénaires, mais sur 200 ans.
Je ne vais pas entrer dans le détail des conséquences, mais on parle bien entendu de sécheresse, de vagues de chaleur, d'augmentation du niveau de la mer et des océans, donc sachant qu'on a 60% de la population mondiale qui vit dans des zones côtières, des problèmes sur tout ce qui va être agriculture, et donc potentiellement des problèmes de nutrition, des personnes qui doivent partir de leur territoire, etc. etc. Ce n'est pas l'objet de cette conférence, mais vous avez bien saisi l'enjeu, je pense. Donc concrètement, pour éviter cette augmentation de 5 degrés, que faut-il réduire ? Autre question, quelles sont les 3 principales énergies fossiles ? Bon, ici, vous êtes aidé par des pictogrammes, mais je vais quand même prendre quelqu'un qui voudrait répondre à cette réponse. Vas-y, je t'en prie, je nomme avec un masque. Charbon, oui, tout à fait. Le gaz, tout à fait. Et le pétrole, c'est exactement ça. Bravo. Donc on a principalement ces 3 énergies fossiles qu'il faut réduire. Concrètement, lors de la combustion, ces énergies fossiles, elles vont émettre du CO2, et c'est pour ça qu'on constate une augmentation du CO2 dans l'atmosphère de sa concentration. Ensuite, on a le méthane qui va être émis lors de différents procédés, par exemple lors de la digestion des ruminants, lors de décomposition de matières organiques sans oxygène, ou aussi lors de l'extraction d'énergie fossile, où on va parfois avoir des fuites de méthane. C'est pour ça qu'on met en place parfois ce qu'on appelle le torchage, parce qu'on préfère avoir du CO2 que du méthane, parce que le méthane est 30 fois plus un PRG, un pouvoir de réchauffement global, 30 fois plus important que le CO2. On a ensuite la déforestation. En France, on est plutôt dans une situation d'expansion forestière, même s'il y a d'autres sujets que l'expansion. Mais concrètement, la déforestation, quand on va par exemple, on va en importer en France. Donc c'est quoi de la déforestation importée ? C'est par exemple du soja qui serait cultivé dans un autre continent. Pour cultiver ce soja, on aurait déforesté, et ce soja va par exemple être ensuite utilisé dans le cadre de tourteaux de soja pour nourrir de la volaille. Ça, française, dans ces cas-là, ce sera de la déforestation importée. On a d'autres gaz, comme le protoxyde d'azote, qui lui va être 270 fois plus réchauffant que le CO2. Donc ces gaz, ils ont des pouvoirs de réchauffement différents. C'est pour ça qu'on utilise un indicateur commun, le CO2 équivalent. Comme ça, on peut mesurer l'impact de ces gaz avec une même unité de mesure. Donc c'est pour ça que souvent, si les personnes qui font des posts ou autres utilisent l'indicateur CO2E, ça veut dire qu'on prend en compte ces principaux gaz. Cette slide est coupée, ce n'est pas grave. Une autre notion que je trouve importante pour vous à avoir en tête, c'est la notion d'empreinte carbone comparée à la notion d'inventaire national. Parce qu'on peut parler des deux, et c'est important de savoir de quel périmètre on va parler. Vous voyez sur ce graphique l'évolution à droite de l'inventaire national de 1995 à 2018, et on constate une baisse de l'ordre de 30% des émissions françaises en inventaire national. Quelle est la différence entre inventaire national et empreinte carbone ? Inventaire national, ce sera les émissions qui vont être émises sur le territoire. Empreinte carbone, on va prendre ces émissions émises sur le territoire, on va enlever les émissions exportées. Par exemple, si on vend de l'électricité à nos pays voisins, on va enlever les émissions de ces émissions-là parce qu'elles sont exportées, mais on va rajouter les émissions importées. Donc, par exemple, si j'achète un smartphone qui a été produit en Asie, je vais comprendre ces émissions. Or, les émissions importées, elles augmentent d'année en année. C'est pour ça qu'on n'a pas la même trajectoire entre l'empreinte carbone et l'inventaire national. On voit que sur l'empreinte carbone, on a plutôt une diminution de l'ordre de 5% des émissions depuis 1995. Il y a des mises à jour qui sont à venir, et donc ce sera peut-être plutôt 10, affaire à suivre. Mais c'est important d'avoir en tête de quoi parle-t-on. Est-ce qu'on parle en inventaire national ou empreinte carbone, pour bien étoffer de ce dont va parler la personne. Et je passe la parole. Ouais, merci Mathias pour toutes ces explications. Donc, on comprend que le changement climatique est dû à l'augmentation de gaz à effet de serre, le CO2, mais aussi d'autres gaz. Aujourd'hui, on en est où, Pierre-Alix ? Quels sont les objectifs ? D'où viennent tous ces gaz ? En fait, quelle est la consommation des Français ? D'où viennent toutes les émissions de gaz de CO2 ou équivalent CO2 en France ? Excellente question. Je vais te prendre le petit beeper. Hop, merci beaucoup. On a vu l'empreinte carbone des Français à 10 tonnes. D'après vous, dans la salle, c'est quoi le poste d'émission le plus important ? Qu'est-ce qui, dans les modes de vie des Français, en moyenne, sur la France entière, est le poste le plus important ?
Dans l'alimentation, dans les transports. Vous avez des idées? Les transports. Il y a plusieurs pistes. Eh bien, voici la réponse. Vous avez ici sous les yeux, en exclusivité, l'empreinte carbone moyenne des Français et des Françaises. Donc là, on n'est pas sur le français moyen, on est sur l'empreinte moyenne. Ça veut dire qu'on prend l'empreinte de tout le monde et on divise par la population. Donc ça ne correspond pas à une personne en particulier. Cependant, ça vous donne des ordres de grandeur. Et là, on voit notamment, vous avez la légende à droite, on voit notamment les plus gros postes d'émission. Et on peut un peu distinguer, on va voir après comment les réduire, mais on voit notamment par ici notre ami la voiture, avec en moyenne 11 000 km par an et par Français, qui est le plus gros poste individuellement en termes de sous-catégorie, puisqu'on va vraiment parler pour distinguer une empreinte carbone de mode de vie. On va vraiment attribuer toute l'empreinte liée à un mode de vie, peu importe le critère géographique. Et dans ce contexte, on va le diviser en sous-postes. Vous voyez les transports, logements, alimentation, les biens et les services. Donc on a vraiment une vision très globale de tout ce qu'on a comme responsabilité dans l'émission de gaz à effet de serre au sens large. Là-dedans, on voit donc la voiture qui est un poste important. On voit aussi l'énergie par ici, qui va principalement concerner le chauffage pour les Français. Et puis il y a un autre poste peut-être qui vous surprend parce qu'il est grand, qui est en marron avec un très beau marron cacadois par ici. C'est la viande et le poisson. Il y a un autre poste peut-être qui vous surprend, qui est un autre marron un peu différent, c'est les services publics. Hop, il est ici. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? On disait que c'était un mode de vie individuel, qu'est-ce que viennent faire les services publics là-dedans? Eh bien, l'idée, c'est qu'il faut bien attribuer les services publics à quelqu'un. Et les services publics, c'est pour tout le monde. Dans cette mesure-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'empreinte carbone de l'ensemble des services publics, à savoir les hôpitaux, à savoir l'éducation nationale, à savoir pourquoi pas l'éclairage public, par exemple, et puis on va la diviser là encore par la population. Ce qui fait que chacun d'entre nous, dans cette salle, nous avons la même empreinte carbone, qui est de l'ordre de 1 tonne par an et par Français, sur les services publics. Et donc, avec ce graphe-là, on peut voir un petit peu la décomposition de notre empreinte carbone, et on peut voir aussi sur quel poste on peut agir. Parce que c'est ça la question qu'on a derrière. Une fois qu'on a dit ça, la question c'est, on connaît notre point de départ. Notre point de départ, évidemment, le but c'est de le définir chacun individuellement. Et pour ça, l'objectif c'est de calculer son empreinte carbone au départ. Ça nous permet vraiment de se positionner, de comprendre sur quoi on peut agir. Et je vous inviterai tous à le faire si ce n'est pas déjà fait, et de le faire même régulièrement. C'est même assez cool comme exercice en général. Une fois qu'on connaît notre point de départ, la question c'est vers où on veut aller. Et pour ça, il y a des objectifs qui existent. Un objectif qui existe, il a été défini par l'Accord de Paris. L'Accord de Paris durant la COP21 en 2015. Et l'objectif, vous le voyez ici, c'est de limiter la hausse des températures au niveau mondial en deçà de 2 degrés, mais idéalement le maintenir en deçà de 1,5 degré. Et pour ça, cet objectif-là, il a été défini notamment à des travaux qui ont été faits par le GIEC. Le GIEC, c'est le groupe d'expertise et de conseil intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui a fait des calculs et des estimations sur quelle trajectoire il faudrait y avoir en termes d'empreinte carbone pour atteindre cet objectif-là. Et l'objectif chiffré, c'est celui-ci. C'est qu'on doit passer des 10 tonnes qu'on a aujourd'hui aux 2 tonnes en 2050. Ça va nous permettre d'atteindre cette trajectoire-là pour arriver à limiter le réchauffement climatique à plus 1,5 degré. Vous avez ici un graphe au milieu, c'est humain aujourd'hui. À savoir que les Français sont à 10 tonnes, mais cet objectif-là, il est au niveau mondial. Ce n'est pas juste la France qui doit réduire son empreinte carbone, c'est l'ensemble des pays dans le monde et l'ensemble des personnes dans le monde. L'empreinte carbone mondiale, si on prend toute la population, tous pays confondus, elle est de l'ordre de 7,6 tonnes. Et l'objectif, c'est d'atteindre les 2 tonnes, non pas juste en tant que Français, mais pour tout le monde. Avec forcément, vous l'imaginez, des contextes très différents d'un pays à un autre. On a des pays qui sont déjà en dessous de 2 tonnes, des pays en développement, et des pays qui sont bien au-dessus, qui sont à 25 ou 30 tonnes, comme les États-Unis par exemple. Donc il y a vraiment ce travail à faire avec des contextes différents, mais un objectif qui est commun et qui est mondial. Merci Pierre-Alix. Donc oui, Mathias, si je peux rajouter juste un mot, c'est qu'on n'a pas défini ce que c'était la neutralité carbone. Or, vous en entendez régulièrement parler. La neutralité carbone, l'objectif, ça va être de réduire nos émissions à un niveau qui est équivalent aux puits de carbone. Donc, c'est-à-dire que les puits de carbone sont assez nombreux pour séquestrer nos émissions. Et donc, en France, c'est divisé
6 nos émissions, et en même temps, on doit multiplier par 3 les pluies de carbone, les faire arriver à 80 millions de tonnes de CO2. Donc il y a ce double objectif, réduire nos émissions et augmenter les pluies. Merci Mathias. Bon, donc le challenge est assez énorme, de passer de 10 tonnes à 2 tonnes pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre et du coup limiter le changement climatique à plus 1,5 degré. Qu'est-ce que vous proposez, vous trois? Vous représentez 3 structures. Que proposez-vous aux Français, au grand public, aux entreprises, à différents acteurs en fait pour nous accompagner, pour accompagner chacun vers une vie bas carbone? Victoire, tu es vice-présidente de l'association Low Carbone France. Que faites-vous? Merci pour l'invitation déjà. Alors Low Carbone France, on est une association bénévole d'intérêt public et notre but c'est vraiment de, comme on dit, de mettre en action les citoyens pour arriver à atteindre une vie avec le moins de carbone possible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire mettre en action? Ça veut dire que notre but, c'est d'organiser des événements qui vont être toujours gratuits, je reviendrai dessus plus tard, et on veut que vous sortiez de nos événements avec des outils pratiques d'action que vous pouvez mettre en place dans votre vie dès demain, si ça vous parle, pour avoir une vie qui colle le plus possible avec vos valeurs. Et si vous êtes ici, je suppose que vos valeurs sont plutôt écologiques. Alors comment on fait ça? On organise des événements qui sont gratuits pour qu'il y ait un maximum de monde qui puisse venir, pour pas qu'il y ait de barrières à l'entrée en termes de revenus ou d'inégalités, parce que quand on s'est lancé en 2018, le paysage en termes d'activisme écologique en France était plutôt des événements souvent payants, souvent très chers, qui s'adressaient à des publics assez privilégiés et déjà extrêmement sensibilisés à la question de l'écologie. Et alors maintenant, les choses évoluent, on parle de plus en plus d'inégalités socio-économiques, d'intersectionnalité, de ce genre de sujets qui veulent embarquer tout le monde sur ces thématiques-là sans distinction de revenus, de genre ou d'inégalité d'origine ou d'inégalité raciale. Et une action pour nous qui était évidente, c'est de faire en sorte que nos événements soient gratuits pour que tout le monde puisse y participer. Et donne des méthodes concrètes d'action. Alors après, chacun est différent, chacun a des sujets qui lui parlent plus, pour avoir des sensibilités personnelles, chacun a des actions qui peuvent mettre plus facilement en ordre dans sa vie, et d'autres qui vont être plus compliquées à développer. Si vous habitez à 1 heure de transport en commun de votre travail, on ne va pas vous dire de prendre le vélo pour aller travailler. Par contre, peut-être que vous êtes très sensible à la cause animale et que le végétarianisme est une solution pour vous. Donc notre but, c'est vraiment de toucher des thématiques très diverses et de donner des moyens d'action très divers aussi, pour que tout le monde puisse trouver sa porte d'entrée vers un mode de vie plus en accord avec ses valeurs. Et alors, la question d'aujourd'hui, c'est comment amorcer une vie bas carbone. Nous, on est convaincus que on peut tous amorcer cette vie bas carbone si on trouve la porte d'entrée qui nous convient, qui nous parle et qui convient avec notre situation d'aujourd'hui. Et ensuite, c'est un peu comme la pilule rouge dans Matrix. Quand on a commencé à essayer de vivre plus en accord avec ses valeurs sur une thématique donnée, généralement, on commence à s'intéresser à l'écologie dans d'autres aspects de sa vie. On se dit, bah tiens, il y a ça aussi qui fait une partie importante de ma vie à laquelle je n'avais pas pensé. Quel est mon impact? Quelle est ma consommation carbone vis-à-vis de ça? Quels sont mes postes de carbone? Et là-dessus, je vous invite vraiment à faire votre propre bilan carbone, comme Pierre-Alix le mentionnait. Et après, vous allez découvrir plein d'autres sujets dans votre vie dans lesquels il y a des outils pratiques, concrets, d'action pour amorcer et bien lancer cette vie bas carbone. Alors, on a parlé émissions carbone, on a parlé 2 tonnes par citoyen. Je pense qu'on est nombreux à le savoir ici. Les émissions carbone à l'échelle mondiale, c'est pas que vous, votre voiture et votre steak occasionnel. Il y a la part des entreprises qui est également très très forte. Et là-dessus, c'est pas là-dessus qu'on va agir nous, parce qu'on est une association qui veut s'adresser au public. Mais ça ne semble pas antinomique, parce que nous sommes convaincus que les entreprises, on voit bien qu'aujourd'hui, elles essayent de changer, elles essayent d'avoir même si c'est juste du marketing, elles essayent d'avoir des produits qui vont parler à ce public plus sensibilisé, plus intéressé, plus concerné par l'écologie. Et on est convaincu que souvent, on va commencer à se poser des questions à un niveau individuel de sa propre vie, et ça va nous amener sur une scène plus mondiale, plus politique, plus engagée, qui amorcera également une transition à une échelle plus globale de la société. Voilà, je ne sais pas si ça répondait à la question. C'est parfait. Merci beaucoup, Victoire. Mathias,
Ouais. Que propose Carbone 4 avec le programme MyCO2? Merci Victoire pour l'explication. Chez Carbone 4, donc Carbone 4 qui est un cabinet de conseil spécialisé en transition bas carbone et adaptation au changement climatique, créé en 2007 par Jean-Marc Jancovici, Alain Grandjean et depuis a été rejoint un nouvel associé, Laurent Morel. Donc on propose un atelier de sensibilisation au changement climatique via le prisme de l'empreinte carbone personnelle. L'objectif, c'est de parler de carbone à tous via un sujet qui est ludique, l'empreinte carbone personnelle, dans lequel chacun peut se projeter. Chacun va utiliser un moyen de transport pour aller au travail ou voir ses amis, sa famille. Chacun va avoir un système de chauffage, va avoir un certain usage du numérique. Donc c'est des sujets dans lesquels tout le monde peut se projeter et qui vont être assez faciles à aborder. Et c'est plus facile d'intéresser quelqu'un via ce sujet-là que via parfois des problématiques un peu plus complexes, en tout cas en entreprise. On a quelques valeurs qui sont importantes dans le déploiement de la conférence MyCO2, c'est l'interactivité. Donc on fait en sorte que les participants soient actifs 90% du moment pour qu'on ait de la pédagogie active. Le fait d'être nuancé, on a des sujets, on y reviendra, qui sont parfois très complexes, comme la voiture électrique, comme le numérique, comme le biogaz, comme on a différents sujets qui sont parfois ni noirs ni blancs, et ça va dépendre de la situation de référence. Et donc nous, on peut se servir des 14 années de conseils qu'on a derrière nous pour tenter d'aviser le citoyen et citoyenne sur ces choix-là. Ensuite, un aspect très important, ça va être l'aspect collectif. Ces changements, ils sont plus faciles à faire s'ils sont faits collectivement. On le voit dans le déploiement de la fresque, c'est un atelier qui est collectif. Et donc, on pense qu'on peut avoir plus d'impact si on vit une expérience collective que si on est seul devant son ordi. Voilà pour la présentation assez globale. Je me permets de prendre quelques slides au cas où j'avais oublié quelques éléments. Oui, l'aspect très important, on souhaite mettre l'expertise Carbone 4 à portée de tous et toutes. Tu le disais tout à l'heure, parfois on va rester un peu dans notre microcosme et s'adresser à des personnes qui sont déjà intéressées par le sujet. Ce qu'on souhaite vraiment faire, c'est toucher un public de novices, de débutants, en plus des publics bien renseignés. Et dans nos rêves les plus fous, ce serait faire un tour de France des communes en vélo et aller, moi je suis cycliste, et aller faire des conférences MyCO2 dans les halls de bâtiments, certains villages. Enfin voilà, d'essayer d'aller toucher le plus de personnes possible. Et on est très content car on arrive à le faire en entreprise. On pose la question quand on intervient en entreprise, quel est votre niveau de connaissance, et 90% des personnes sont débutants ou novices, et donc c'est là qu'on va avoir le plus d'impact. Et un autre aspect important, c'est essayer d'accompagner les personnes durant la conférence à comprendre leur empreinte, mais pourquoi ? Pour aussi agir dès la sortie de la conférence, et ça fait partie des choses sur lesquelles auxquelles on fait très attention quand on évalue la pertinence de nos actions. Une slide que je trouve très intéressante, sur les 10 000 participants, 11 000 participants à MyCO2, on voit à gauche que les personnes sans connaissance ont pour le moment une empreinte plus importante que les personnes novices ou bien renseignées. Donc c'est un échantillon de 10 000 personnes, qui n'est pas encore assez représentatif pour en tirer des conclusions, mais ça nous renforce dans l'idée de tenter de toucher des publics novices sur la question, ce premier échantillon. Sur notre business model, on va en fait faire payer des conférences en entreprise. Ces conférences payantes vont nous permettre de payer les salaires de l'équipe que vous voyez sur ce screenshot. Et sur une partie de notre temps disponible, on va proposer des conférences gratuites. Tu le soulignais aussi, l'importance de s'adresser à tous et à toutes. Et donc, on a 1000 personnes qui s'inscrivent chaque mois à nos conférences gratuites. Bon, au final, il n'y a que 600 participants parce qu'il y a toujours des désistements. Et aussi, les conférences qui sont animées par nos ambassadeurs citoyens, elles sont proposées également gratuitement. Donc ces deux aspects de gratuité et de s'adresser à tous, je te rejoins tout à fait Victoire sur ces points-là. On a la chance chez Carbone 4 d'avoir des experts de pratique, donc que ce soit sur les sujets de motorisation, je parlais de l'électrique, mais on peut aussi parler du bioéthanol, on peut parler de l'hydrogène, enfin de plein de choses. On peut parler du bio, comment faut-il valoriser le bio ? C'est aujourd'hui assez flou. Là, on travaille dessus depuis pas mal de mois et on s'oriente, d'après toutes les études qu'on voit, sur le fait que le bio, sur des régimes végétariens, permettrait une réduction de l'ordre de 20 à 30% les émissions. On n'en est pas encore sûr, on creuse.
Mais donc ces sujets, au final, ils sont plus complexes parfois qu'il n'y paraît. Et c'est pour ça qu'on a la chance de profiter de ces sujets qui sont traités par les consultants depuis des années pour certains. Un aspect qui est important pour le changement, ça va être, certes, on a notre cerveau rationnel. Si on nous dit que j'émets 50 ou 100 fois moins en utilisant un TGV qu'en utilisant un avion, peut-être que ça va me faire passer à l'action. Mais c'est pas sûr et ça va pas être le cas pour tout le monde. Donc on met aussi dans l'expérience bien en avant et bien en évidence le cerveau émotionnel. Comment faciliter le passage à l'action. Une notion qui est intéressante, c'est la notion qui est développée par George Marshall dans son livre Le syndrome de l'autruche. C'est la notion de coopérateur conditionnel. On va plus facilement passer à l'action si des personnes autour de nous sont déjà passées à l'action ou sont prêtes à passer à l'action. Donc si je prends des exemples comme les déplacements, donc si Amsterdam a déjà mis en place des infrastructures qui permettent aux vélos de bien se déplacer, ça va inspirer d'autres villes. Si j'ai mon voisin qui est OK pour en ville ne pas prendre son véhicule dans des zones à faible émission, si tout le monde autour de moi est OK, je serai plus facilement apte à faire ce passage à l'action. Et donc on a bien sûr le rationnel, mais c'est important de jouer aussi sur cet aspect émotionnel et collectif pour essayer de passer à l'action, tout simplement, ce qui est notre but. Quelques chiffres de MyCO2 que vous pouvez lire. Donc 11 000 participants, une moyenne actuellement de 8,5 tonnes parce qu'on a un biais au niveau des personnes qu'on touche. C'est souvent des personnes qui sont déjà intéressées par ce sujet, sauf en entreprise. Et quelques témoignages, et puis je laisserai la parole. Donc il semblerait il se trouve que calculer son empreinte carbone, ça permet vraiment d'avoir en tête les principaux postes d'émission. Donc oui, un Paris-New York, c'est 2 tonnes et vous êtes beaucoup à le savoir. Aller-retour, c'est 2 tonnes d'émissions de CO2 et vous êtes beaucoup à le savoir autour de la salle. Mais quand on s'adresse à des publics novices et débutants, ils ne le savent pas forcément. Ils ne savent pas forcément que c'est l'objectif que tu décrivais, Pierre-Alix, à atteindre si on veut viser la neutralité carbone. Merci Mathias. Pierre-Alix, à ton tour, de nous présenter 2 tonnes. Ok, je reviens en arrière. Hop. Nous y voilà. Donc 2 tonnes, pour vous raconter peut-être la genèse de 2 tonnes. 2 tonnes, c'est un atelier de sensibilisation aussi sur le climat. Et la genèse en fait, de l'atelier, c'est très simple. Une des raisons pour lesquelles l'atelier s'est créé, c'est notamment en animant des fresques du climat. On s'est rendu compte que parfois, une fois qu'on avait compris l'urgence climatique, l'ampleur du problème, on pouvait avoir des freins pour passer à l'action. Il peut y avoir 2 types de freins, 2 écueils. Un premier écueil, c'est j'ai compris qu'il y a une urgence, j'ai compris qu'il y a des choses à faire, mais je ne sais pas exactement quoi faire. Je ne sais pas quoi prioriser, je ne sais pas par où commencer, et par conséquent, je suis un peu bloqué. Je reste un peu, je ne prends pas l'ascenseur parce que je ne sais pas à quel étage je dois m'arrêter. Et donc, on est comme ça. Autre écueil, c'est j'ai compris qu'il y a une urgence, j'ai compris qu'il y a un gros problème, mais je me dis que soit c'est trop tard, on n'y arrivera pas, tout est foutu, soit, en fait, moi, ça ne sert à rien parce que je n'ai pas de pouvoir. Et la question qu'on s'est posée, c'est comment on peut créer une expérience qui, en 2-3 heures, va montrer aux gens à la fois les ordres de grandeur et les types d'actions qu'ils peuvent mettre en place, vraiment individuellement et très concrètement, mais aussi de montrer aux gens à quel point leur pouvoir d'action est beaucoup plus grand peut-être qu'ils le pensent. Et dans cette optique, 2 tonnes, c'est un atelier qui va permettre de façon collective de se poser 3 types de questions pour essayer de se dire comment on peut atteindre en 2050, les fameuses 2 tonnes. Et donc, on va faire un voyage dans le futur quand on participe à 2 tonnes et on va se projeter pour définir son propre scénario de transition bas carbone. Et pour ça, on va le faire avec différents types d'actions. On va avoir un premier type d'action qu'on va avoir à disposition qui va être des actions, des éco-gestes, donc des actions individuelles pour réduire son empreinte carbone. Un deuxième type d'action qu'on va avoir, ça va être des actions collectives. Donc les actions collectives, à ce moment-là, on va non pas travailler à son échelle à soi, on va travailler au niveau national. On va incarner des décideurs nationaux, soit publics, soit privés. On va éventuellement se prendre au jeu d'être le Conseil des ministres et d'essayer de prendre des décisions d'investissement en mettant des milliards sur différentes solutions, telles que, pourquoi pas, les bioénergies que tu as évoquées, ou investir sur les transports publics. Et puis un troisième type d'action qu'on va intégrer dans l'atelier, c'est les actions d'influence. C'est les actions qui vont nous permettre non pas de réduire notre propre empreinte carbone, mais peut-être d'inciter d'autres personnes à elles-mêmes s'engager à faire des choses. Et donc l'atelier, il va prendre le principe d'un voyage qui va se faire de façon immersive, au tour par tour. Et en fait, on va avoir des tours d'action, et ces tours d'action, ils vont représenter des pas dans le temps de 3 à 4 années. Et à chaque tour, on va pouvoir prendre des décisions
simuler des actions et voir l'impact que ça a à la fois sur notre empreinte carbone personnelle, mais aussi sur l'empreinte carbone de tous les Français quand on incarne des décideurs nationaux. Donc c'est une expérience qui est super immersive, et l'un des objectifs, c'est vraiment que les gens se rendent compte à quel point c'est quelque chose de systémique, l'empreinte carbone. Que c'est pas juste une affaire d'accumulation d'actions individuelles, mais c'est beaucoup plus riche et beaucoup plus vaste que ça. Il y a vraiment l'approche aussi collective. Quel est le rôle des entreprises? Quels sont les rôles des municipalités? Quel est le rôle de l'État? Et pourquoi pas les interactions avec l'international, puisqu'on l'a vu, l'empreinte carbone, on parle aussi de l'international. Et tout ça, on va le traiter dans l'atelier d'automne. Et évidemment, on va le traiter de façon fun, parce que c'est quand même plus cool. Donc on va s'amuser, on va incarner des décideurs, on va se prendre, on va faire un peu des jeux de rôle. Parfois, vous allez incarner des membres du MEDEF, et pourquoi pas des grands dirigeants. Et puis, vous allez peut-être créer des vocations à savoir. Et donc, on va faire des actions, on va voir leur impact. Et ça va vraiment être ce voyage qu'on va faire avec l'objectif d'atteindre les 2 tonnes, mais on n'est pas sûr si on va y arriver à l'avance. On ne le sait pas encore. Donc c'est quelque chose qui est assez fort comme expérience. On s'amuse bien à vraiment travailler sur les modes de gouvernance, à travailler sur le type d'approche psychologique qu'on peut avoir pour avoir le maximum d'impact sur les gens. Et puis, comme on a voulu vraiment avoir un impact qui est d'amorcer des vies bas carbone, et je pense que ça fait vraiment écho à la conférence, on a développé un parcours psychologique. Parce qu'on s'est dit, ça serait cool que les gens, vraiment, à la fin de ce parcours-là, ils puissent vraiment se mettre le pied à l'étrier, se lancer à faire quelque chose. Pas forcément devenir des maestros du carbone et arriver à 1,5 tonnes du jour au lendemain. Il y a tout dans une équipe, il n'y a pas que Zidane, il y a d'autres profils, donc on n'est pas obligé du jour au lendemain de tout changer, mais au moins se mettre le pied à l'étrier, puis peut-être se rendre compte que c'est cool en fait de faire des actions pour le climat. Dans cette optique, ce qu'on propose, c'est que les gens, on leur propose de faire leur bilan carbone avant l'atelier, donc ils vont calculer leur empreinte, et durant l'atelier, ils vont travailler sur leur empreinte personnalisée, et ils vont essayer de la réduire. Et puis après l'atelier, on va créer un tableau de bord individuel sur lequel chacun pourra à la fois revoir son empreinte carbone, mais aussi prendre des actions personnalisées et relever des petits défis, en disant, bah, tiens, ça donnerait quoi si, au hasard, je mangeais un peu moins de viande, par exemple. Et puis l'objectif à la fin, pour nous, notre rêve, notre raison d'être, c'est qu'un maximum de personnes et d'organisations deviennent des acteurs épanouis de la transition bas carbone. Et pour nous, les 2 termes sont importants, c'est-à-dire acteur, j'agis à ma façon, dans ce qui me fait le plus triper peut-être, et épanoui, c'est-à-dire que je le fais pas forcément en me fouettant le dos tous les soirs, c'est pas forcément un sacrifice, mais je prends du plaisir à le faire. Et donc l'atelier, il est proposé à des publics très variés, à la fois aux entreprises qui ont un peu comme avec MyCO2, une volonté de comprendre, de partir un peu de l'individuel et du national pour ensuite se poser des questions parfois sur leur modèle d'affaires. Dans le monde de l'éducation aussi, où les grandes écoles et les universités et tous les cursus en fait sont très très curieux d'intégrer ça pour que les gens puissent se projeter sur 30 ans et se questionnent sur le rôle que les étudiants veulent jouer dans la transition. Et puis évidemment au grand public. Donc Doton, c'est 2 entités, il y a une entreprise, une SAS de l'économie sociale et solidaire, et puis il y a une association avec 270 animateurs qui animent les ateliers très régulièrement pour essayer de toucher un maximum de public, à la fois en France et aussi dans le monde entier, parce qu'il y en a une version monde où on peut incarner des gens de tous les pays, ou presque, des Égyptiens, des gens de Singapour, etc. C'est assez cool. Voilà. Merci Pierre-Alix. Bon voilà, entre Low Carbone France, Carbone 4 et le programme MyCO2 et 2 tonnes, vous avez l'embarras du choix. Je vous invite vraiment à participer, à regarder ce qui pourrait vous correspondre pour vous lancer pour amorcer une vie bas carbone. Mais en attendant, vous êtes venu à cette conférence, peut-être que vous avez envie d'entendre du concret. Donc Victoire, est-ce que pour commencer, tu pourrais nous donner des idées, des actions vraiment concrètes qui font l'unanimité pour réduire son empreinte carbone ? Alors, qui font l'unanimité, ça peut être compliqué parce que, encore une fois, il y a la question de quelle est votre porte d'entrée à vous et qu'est-ce qui vous parle et qu'est-ce qui... le but étant, encore une fois, comme disait Pierre-Alix, de ne pas être dans l'écologie punitive, de vous flageller tous les soirs en disant « il faut que je fasse mon compost ». Non, c'est pas l'idée. Donc, des actions, déjà... Faites votre bilan carbone pour identifier quels sont vos axes à vous qui vont vous parler et qui font partie intégrante de votre vie. Ensuite, des actions concrètes vis-à-vis de ça, ça va être des choses dont vous avez probablement déjà entendu parler. Il y a la question de l'avion qui est quelque chose d'étrangement finalement assez peu présent dans notre vie parce qu'on ne part pas en vacances tous les 4 matins non plus, mais qui a un impact énorme. Donc c'est déjà quelque chose sur lequel, rien qu'en prenant le train plutôt que l'avion pour certaines destinations, on peut avoir un impact vraiment fulgurant.
Il y a la question de l'alimentation. Moi, c'est une question qui me touche particulièrement parce que j'adore manger. Et clairement, l'alimentation, il y a beaucoup de choses à faire. La viande, le poisson, on l'a évoqué. En termes d'impact carbone, c'est terrible. Et pour le coup, l'alimentation, c'est aussi quelque chose sur lequel il y a énormément de solutions locales qui se développent, de circuits courts, de commerce de proximité, de coopératives, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui n'a pas à être punitif et sur lequel il y a énormément d'informations. Et après, pour parler d'un autre poste que tu as mentionné, je ne sais plus si c'est Mathias ou Pierre-Alix qui a mentionné, je crois que c'est Pierre-Alix, vis-à-vis du logement, de l'habitation, il y a la question de l'énergie. Alors, si votre logement est une passoire énergétique, malheureusement, si vous êtes locataire, ça peut être compliqué de faire quelque chose. Mais vous pouvez, déjà aujourd'hui, il y a les élections et il y a des candidats qui parlent de rénovation logement dans Paris et en Île-de-France. Donc déjà, il y a des actions comme ça. Choisissez bien qui va être à la tête de votre région. Et ensuite, vis-à-vis de vous, il y a aussi des actions que vous pouvez faire vis-à-vis de la consommation énergétique, donc des choses comme mettre les appareils sur multiprise pour pouvoir les éteindre, voire les débrancher avant de partir, le chauffage, porter un pull plutôt qu'augmenter le chauffage de degrés supplémentaires, des actions comme ça qui ne sont pas révolutionnaires et dont vous avez probablement déjà entendu parler, mais qui, mises bout à bout, ont un vrai impact et ne baissent pas votre qualité de vie, parce que mieux manger, mieux se déplacer, mieux consommer, mieux se chauffer, etc. Au contraire, c'est des choses dont je suis convaincue qui améliorent votre qualité de vie. Mieux manger, c'est bien pour votre santé également. L'énergie, le chauffage électrique, moi je suis dans un appartement avec chauffage électrique, j'ai une gorge sensible. Quand je le monte un petit peu trop, je suis malade tout l'hiver. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent apporter qui peuvent être une écologie joyeuse, positive et des modes de vie qui vous conviennent mieux. Et pour ça, je vous invite à vous renseigner, à participer à des ateliers comme ceux qu'on a pu mentionner, à venir aux événements comme ceux que mon association peut organiser. Il y a plein de thématiques sur lesquelles on peut vous aider et sur lesquelles il y a des choses des solutions auxquelles on n'a pas forcément pensé. Typiquement, moi, je ne suis pas parent, mais demain, Low Carbone France, mon association, organise un lundi Low Carbone, c'est une conférence thématique sur le thème de la parentalité écologique. Donc c'est à 21h et c'est en ligne et c'est gratuit, s'il y en a que ça intéresse. Et je n'ai pas participé à l'organisation de cet événement précis, mais je connais mes amis bénévoles qui ont participé à l'organisation et qui ont trouvé qu'il existait plein de solutions vis-à-vis de la parentalité, de comment élever son enfant avec des produits, des valeurs, des façons de faire qui collent avec le mode de vie qu'on espère tous atteindre d'ici quelques années. Voilà. Merci. Donc, arrêter de prendre l'avion, manger moins de viande, ne pas acheter neuf, faire de l'autostop. Il y a beaucoup de solutions qui sont très concrètes et qui font l'unanimité, qui ont un impact certain. Mais attention, il y a des faux amis et puis parfois il y a des solutions des actions qui sont pertinentes à un endroit et pas à un autre. Mathias, est-ce que tu peux nous en dire plus pour éviter ces faux amis et puis comment savoir si cette action-là est pertinente dans notre situation, dans notre cas individuel ? Oui, avec plaisir. Ce qu'on dit souvent, c'est que c'est important sur certains sujets carbone d'être nuancé. Ça va être ni noir ni blanc, parfois c'est gris. Et juste avant, quand même rappeler que bien sûr pour passer de 10 tonnes à 2 tonnes, on a besoin de sobriété. On peut vous proposer des actions, changer le système de chauffage, etc. Mais ça me semble quand même important de le rappeler. Et aussi de seconde main, on a Le Bon Coin qui vend 30 millions de produits, qui revend 30 millions de produits par an. C'est bien sûr des choses qui vont dans le bon sens. Bon, maintenant, pour ce qui est noir ou gris, typiquement le chauffage au bois. On ne va pas avoir les mêmes émissions et le même cycle du carbone qui va être respecté selon qu'on soit en France ou qu'on soit dans un autre pays ou dans un autre continent. Donc ça va peut-être être une bonne solution, même ça va réduire vos émissions si vous êtes en campagne et que vous n'êtes pas dans une vallée parce qu'il y a un sujet de pollution atmosphérique, mais ce ne sera pas une bonne solution si vous êtes en ville. Pour ce qui est des réseaux de chaleur, ça peut réduire vos émissions si vous êtes en ville. Par contre, mettre des réseaux de chaleur en campagne où il y a très peu d'habitants et où il va du coup falloir mettre en place les infrastructures et donc creuser des tranchées partout pour que ces réseaux de chaleur arrivent aux habitants, mais que pour une centaine ou 500 habitants, là ça va pas avoir de sens. Donc la réponse c'est parfois ça dépend. Si on prend le numérique,
l'usage du numérique va être un sujet très important pour un public, par exemple, jeune, qui sera peut-être toute la journée sur Netflix, Instagram, TikTok. Et donc là, ce sera très important de faire la pédagogie par rapport à la qualité, par exemple, des vidéos qui seront regardées. Entre une vidéo regardée en 4K ou une vidéo regardée en 720p, on a un facteur 10. Donc une différence très importante des émissions. Et donc là-dessus, il serait intéressant que automatiquement YouTube ou Netflix proposent une qualité par défaut de vidéo très faible, ce qui aiderait bien entendu les consommateurs à réduire leurs émissions. Mais ce sujet sera moins important pour des publics qui utiliseront moins de numérique. Et d'ailleurs, sur ce même sujet du numérique, il faut parfois faire attention aux estimations que vous pouvez trouver quand ce sont des ratios monétaires qui sont utilisés, parce que typiquement je pense que ma grand-mère, son abonnement, elle doit le payer plutôt 30 ou 40 euros par mois, mais son usage du numérique sera beaucoup plus faible que peut-être ma petite sœur qui n'a même pas d'abonnement Wi-Fi, qui va tout faire en 4G. Or, la 4G va émettre plus de CO2 que la Wi-Fi pour un même usage. Et donc, si on prend un ratio monétaire et qu'on dit pour 30 euros dépensés dans le numérique, j'ai X émissions de CO2, eh bien dans ce cas-là, précis, on va se tromper. Donc il faut aussi, le numérique c'est un sujet assez complexe. Pareil, quand on prend l'analyse en cycle de vie d'un iPhone, on voit qu'on est plutôt à 100 kg d'émissions de CO2 équivalent. Et donc si on met 700 euros dans un iPhone et qu'on utilise un ratio monétaire, on pourrait aussi parfois avoir des émissions surestimées. Donc il y a des sujets qui sont plus complexes que d'autres, où il faut prendre plus de précautions. Un sujet dont on entend beaucoup parler aussi, c'est bien sûr les voitures électriques. Pareil, pour les voitures électriques, qu'on soit en France, on ne va pas avoir les mêmes émissions de CO2 qu'on soit en Allemagne ou en Pologne, parce que le contenu carbone de l'électricité du pays sera différent. Selon que la batterie de la voiture, ce soit une Citroën Ami 5 kWh, ce soit une Zoé 52 kWh ou une Tesla où on sera peut-être à 80 ou 100 kWh, on n'aura pas les mêmes émissions à la fabrication de la batterie. Nous, on a sorti une étude chez Carbone 4 qui montrait que pour une citadine, en moyenne, la dette carbone liée à la fabrication de la voiture était, on va dire, remboursée au bout de 90 000 km, sachant que la durée de vie d'une moyenne de voiture, elle est estimée à 200 000 km. Ça vous donne une idée. Ça ne veut pas dire que la voiture électrique, il faut que tout le monde y passe. Ça veut dire que dans certains cas, pour des personnes qui ne peuvent pas s'en passer, ça peut être pertinent. Que dire d'autre sur cette voiture électrique ? On a aussi, c'est un sujet qui est encore en mouvement. Quand on regarde les facteurs d'émission de construction d'une batterie, ces dernières années, ils sont beaucoup baissés. On ne sait pas du tout où on y sera dans 10 ans. On ne sait pas encore vraiment quelle est la durée de vie de ces batteries aussi. Et ça va dépendre des constructeurs. Les premières études qu'on trouve, il semblerait que typiquement une batterie de Tesla, sur 100 000 km, elle conserve peut-être 80% de son utilisation, ce qui ne va pas forcément être le cas d'une Nissan. Donc là aussi, ça dépend. Et c'est pour ça qu'on pense que c'est important de creuser ces sujets avec précaution, avec recul, parce que la réponse va peut-être pas être la même aujourd'hui d'ailleurs que dans 10 ans. Et donc il ne faut pas toujours prendre les choses en statique et parfois essayer de projeter quel va être l'impact dans 5 ou 10 ans. Voilà pour le côté nuancé. Merci. Donc, on voit qu'on a des actions collectives qui font l'unanimité. On en a d'autres qui sont plus nuancées, qui sont plus compliquées. Donc là, pour trouver la réponse, je vous invite à vous rapprocher de structures comme les trois représentées ici pour savoir que faire, comment faire dans le cadre de votre situation individuelle. Maintenant, qu'en est-il des actions collectives, Pierre-Alix ? C'est une excellente question. Pardon, je vais retrouver un petit slide. Hop. Effectivement, une question qu'on peut se poser, c'est quelle marge de manœuvre on a ? Parce que, vous l'avez vu, quand on parle d'empreinte carbone, on a présenté un peu l'échelle individuelle. Et donc, ce qu'un bon économiste appellerait l'échelle du consommateur. Et on va tout rapporter à nous en disant je suis responsable de X tonnes sur les transports, de X tonnes sur l'alimentation, etc. Et elle est pertinente cette approche parce qu'elle nous permet de savoir d'où on part. Mais on peut se dire, est-ce que ça dépend que de moi ? Est-ce que ça dépend que de mes choix individuels ? Pas forcément. Notamment 2 choses. Si j'ai besoin d'un téléphone pour travailler, pour plein de choses, pour communiquer avec ma famille, c'est légitime quand même de pouvoir communiquer. Et si l'offre que j'ai sur le marché, c'est que des produits qui ont des très très forts facteurs d'émission et qui sont donc très carbonés dans leur production, dans tout le cycle de vie qu'on a pour produire un téléphone. Techniquement, j'ai assez peu de marge de manœuvre s'il n'y a pas une offre
très étoffée ou si toute l'offre est faite avec des très forts facteurs d'émission et une grosse empreinte carbone. Donc là, on peut se dire, est-ce qu'il n'y a pas les producteurs qui pourraient mettre des choses en place aussi pour m'aider à moi réduire mon empreinte carbone? Et puis l'autre question qu'on peut se poser, on parlait des services publics tout à l'heure, comment je fais pour réduire ma consommation d'éclairage public? C'est compliqué. L'éclairage il est allumé, je peux bien me dire je me cache les yeux, c'est pas pour autant que l'éclairage va arrêter de tourner. Et donc là-dessus, une question qu'on peut se poser, c'est ok, je commence à faire des trucs. Je m'implique, je commence à triper, et puis je me prends au jeu un petit peu, comme disait Mathias, d'aller chercher, et c'est vachement drôle en fait, les petits gisements de sobriété que je peux trouver par rapport à mon mode de vie à moi, parce que chacun on a des modes de vie différents, on a des particularités. Mais après, évidemment, peut-être que je vais taper un plafond de verre. Et là, je me suis amusé pour préparer cette table ronde à imaginer la vie de monsieur ou madame tout le monde qui se met à faire des choses, il trouve ça cool, genre il sort de la conférence là, il dit oh, c'est trop bien, j'y vais. Et puis, peut-être qu'il va arriver quelque chose comme ça. Là, vous voyez, monsieur tout le monde, vous avez la petite courbe rouge là, et vous voyez qu'en sortant de la conférence, il a mis pas mal de trucs en place. Donc il a réduit son empreinte carbone, c'est trop cool, puis il s'est amusé, puis ça a duré plusieurs années parce qu'il y a pris goût. Et puis au bout d'un moment, vous voyez, il arrive en 2028, il a déjà pas mal réduit, et puis il se dit, bah crotte, j'arrive plus à réduire. Il y a des trucs que je pourrais faire en plus, mais là c'est compliqué, j'ai une famille, j'ai des enfants, etc. Et donc il a un peu ce plafond de verre. Et il se dit, mais là c'est dommage. Et puis surtout, si on regarde son empreinte carbone, bah, on voit que le plus gros poste, c'est par ici. C'est les services publics. Et il se dit, mais ça comment je fais? Et bien à ce moment-là, peut-être qu'une question, ça va être, peut-être que quelqu'un peut venir au secours. Peut-être que quelqu'un, ça peut être les acteurs collectifs. Peut-être ça peut être, pourquoi pas, l'État qui dit, bah, moi je vais m'engager et je vais vous donner les moyens de réduire votre empreinte carbone. Et imaginons qu'en 2035, il y a des dirigeants, publics et privés, qui disent, bon maintenant, il y en a marre, on tape dans la fourmilière. Là j'ai pris un scénario super pessimiste parce que c'est 2035. On va mettre des actions super puissantes en place qui vont changer l'empreinte carbone de tous les Français. Et ben, si on fait la simulation rapidement, déjà j'ai fait la simulation avec 2 tonnes, voilà ce qu'on pourrait avoir. Imaginons que l'État à ce moment-là dise on va optimiser l'énergie du tertiaire. Et le tertiaire, ça va inclure beaucoup de choses, notamment les bâtiments publics, notamment les hôpitaux, notamment les mairies, etc. On va faire de l'économie circulaire et on va permettre aux entreprises, et on est d'accord avec elles, pour qu'on aille à fond sur l'économie circulaire, y compris les téléphones, y compris plein d'autres choses. Et puis on va développer les transports publics pour qu'il y ait une offre qui soit encore plus attractive, encore plus pratique, qui va faire qu'il y a des gens qui ont, peut-être n'ont rien à fiche de l'écologie, mais qui vont dire en fait c'est juste moins cher et plus cool. Donc j'arrête de prendre ma voiture et je prends les transports publics. Qu'est-ce qu'on constate? Ben là on a 2 courbes que vous voyez ici. On a la courbe bleue, c'est la moyenne nationale. Donc on voit que l'empreinte carbone de tous les Français, crac, elle baisse. C'est très cool. Mais ce qui est cool, c'est que monsieur tout le monde, à ce moment-là, il n'a rien fait de plus. Et ben en fait, il a baissé aussi. Il a baissé de 2 tonnes à l'image de la moyenne nationale, parce que lui-même, bah, sur les services publics, ça a baissé. Parce que peut-être que la vaisselle qu'il a dû acheter, parce que vraiment le sien était complètement pété, bah, il était beaucoup moins carboné, parce qu'il était produit avec de l'économie circulaire, et parce que peut-être que les transports publics, c'est devenu tellement plus cool que bah, il les a pris sans aucun effort, sans aucun éco-geste, sans aucun sacrifice. Et donc là, on peut se dire, ah bah en fait, ça dépend pas de nous. Mais on peut aussi se dire, c'est trop cool parce que j'ai encore plus de pouvoir et encore plus de marge de manœuvre. Parce qu'il y a encore des gens et des initiatives qui peuvent me permettre d'aller encore plus bas, sans que ce soit que ça dépende de moi. Et là-dessus, la question qu'on peut se poser, c'est comment on fait pour agir sur le collectif. Puis en fait, bah, y a plein de façons. Une façon possible, pourquoi pas, qui fait qu'on n'est pas impuissant face au collectif, c'est de sensibiliser. Et puis il y a des outils cool, genre la fresque du climat, au hasard. On peut tous devenir animateurs, ça se fait en 3 heures, et on sensibilise les gens autour de nous. Et puis la fresque est quand même l'exemple, si possible, qu'on a un impact sur le collectif. Parce que la fresque, c'est 200 000 personnes qui ont fait la fresque, c'est des grandes entreprises, c'est des ministres, c'est des députés par dizaines qui ont fait la fresque. Alors certes, c'est du collectif, mais c'est avant tout des individus qui un beau matin se sont levés et qui sont allés pointer leurs fesses pour dire je vais faire 3 heures en faisant la fresque. Donc ça, c'est de l'individuel, c'est des actions qu'on a à disposition. S'engager au travail, évidemment, c'est la même chose. On veut changer l'empreinte carbone de son entreprise, ben on peut faire des initiatives en interne, on peut sensibiliser, on peut s'impliquer, on peut faire calculer son bilan carbone à son entreprise. C'est une piste très forte. Et puis évidemment, quand on parle de collectif, ben là, il y a l'action politique dans tous les sens du terme. On peut voter, évidemment, on peut aller parler avec son maire, c'est pas impossible. On peut s'engager en politique soi-même, sur une liste électorale par exemple. Et tout ça, ça nous donne un gros pouvoir. Et ce pouvoir-là, si on s'amusait à le calculer, ça pourrait être cool.
Parce que souvent, on est un peu bloqué parce qu'on se dit, du carbone, on peut mesurer, on a des indicateurs. Donc je peux dire, avant, après, j'ai eu tant d'impact. Mais quand j'ai sensibilisé, quand j'ai fait une fraise, quand j'ai fait un atelier, quand j'en ai parlé autour de moi, je ne peux pas mesurer l'impact. Et si on le mesure, eh ben, peut-être qu'on pourrait avoir un peu plus de vision et un peu plus de confiance en nous dans notre pouvoir d'action. Et puis nous, avec Dutton, on s'est amusé à créer un modèle de simulation sociale de l'influence qu'on peut avoir sur les autres. Et imaginons là que notre monsieur tout le monde, en 2039, il dise, bon allez maintenant, je ne vais pas essayer de baisser plus mon empreinte carbone à moi, mais je vais essayer de m'impliquer plus pour celle des autres. Et puis, imaginons que 10% de la population, par exemple, fasse comme lui. Et bah, on a fait la simulation, et voilà ce que ça pourrait donner. Vous voyez ici, entre 2039 et 2041, bah, l'empreinte carbone de monsieur tout le monde, elle n'a pas changé. Parce qu'il n'a rien changé, et puis que techniquement, organiser une fresque, on pourrait dire que ça a une petite empreinte carbone, parce qu'il faut prendre le métro, peut-être, pour aller voir les gens. Par contre, on voit qu'au niveau national, on a eu une baisse. Et on voit que la grosse courbe bleue, là, bah, elle a pu baisser parce qu'il y a plein de gens qui se sont impliqués et qui ont fait que l'ensemble de la population s'est mis à faire des gestes à son tour. Pas forcément, là encore, à devenir des ayatollahs ou des oufs de l'écologie, mais peut-être de faire des petites actions qui, à leur tour, vont créer un effet d'entraînement. Donc là-dessus, amorcer une vie bas carbone, c'est pas forcément juste travailler sur soi et sur son empreinte. Ça peut être aussi amorcer d'autres vies bas carbone et y prendre du plaisir là aussi. Et continuer son chemin personnel par des initiatives collectives. Merci Pierre-Alix. Bon, à vous entendre tous les trois plein d'enthousiasme, d'énergie, on se dit que en fait, amorcer une vie bas carbone, alors on parle de diminuer beaucoup de choses, d'arrêter beaucoup de choses, mais finalement ça a l'air vraiment chouette. Il reste pas beaucoup de temps, donc avant de vous demander le mot de la fin et ce que vous avez envie de partager aux participants pour finir, on va prendre quelques questions dans l'Assemblée s'il y en a. Bonjour, merci à tous les trois. J'avais une question pour Pierre-Alix sur justement la toute dernière chose que tu viens de présenter. Comment est-ce que vous modélisez l'impact carbone de la sensibilisation, de l'engagement politique ? Excellente question. En fait, on a créé un modèle d'influence où en fait, le but évidemment c'est une modélisation. Quand on parle du social, c'est toujours dur d'être prédictif, mais en tout cas ça donne quand même une idée. Là, en gros, en quelques mots, on a créé un échantillon représentatif de la population française et on a imaginé qu'au fur et à mesure que les participants durant l'atelier font des actions de sensibilisation au niveau individuel mais aussi au niveau collectif, parce qu'il y a des actions collectives sur l'éducation par exemple qu'on peut mettre en place durant l'atelier, ça va changer un peu le score social, le score d'influence sociale et que l'échantillon représentatif de la population va se mettre progressivement en fonction de certains parcours personnels à mettre en place des actions de façon progressive, à suivre un cheminement personnel. Et donc ça va nous permettre de quantifier au niveau national de combien on pourrait réduire si jamais X partie de la population se mettait à faire telles actions. Voilà. D'autres questions ? Là-bas. Alors, c'est une question et remarque en même temps. Je voulais savoir si par hasard, vous suiviez aussi un peu la typologie des participants. Alors, j'imagine qu'il y a peut-être une nuance entre entreprise et particulier. C'est vrai qu'on entend beaucoup dire d'un côté les boomers, de l'autre côté les millennials. Et c'est quelque chose qui me surprend toujours. On voit bien dans la salle qu'il y a aussi tous les âges. Donc, je voulais voir un petit peu si vous suiviez cette donnée-là et ce que ça donnait. Je peux prendre si besoin. J'ai montré un graphique tout à l'heure. Pour le moment, nous, on suit en fonction du niveau de connaissance. Et donc, on voit qu'au moins on a de connaissances, a priori, pour le moment, sur notre échantillon de 10 000 personnes, au plus on aurait une empreinte importante. On va suivre en fonction potentiellement de l'âge et de la catégorie socio-professionnelle, mais c'est pas encore développé, mais on va pouvoir le faire normalement d'ici quelques mois. Donc on communiquera dessus quand ce sera le cas, si on y arrive. Mais c'est en effet très intéressant comme question.
Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut commencer le mot de la fin. Donc, ma dernière question sera qu'est-ce que vous voulez transmettre et partager aux participants avant qu'ils repartent amorcer une vie bas carbone, ça a l'air de générer beaucoup d'enthousiasme chez vous, mais c'est aussi des sacrifices. Pour certaines personnes, ça peut être difficile, ça peut faire peur de se lancer là-dedans. Donc, qu'est-ce que vous pourriez dire aux participants ici et qu'est-ce que vous aimeriez leur dire qu'ils pourraient partager ensuite autour d'eux aussi pour amorcer plein de vies bas carbone? Vas-y Victoire, commence. Alors, ça pourrait sembler un peu paradoxal parce qu'on a beaucoup parlé d'empreinte carbone individuelle, mais je pense que la clé qui fait passer d'une écologie austère, punitive et un peu autoflagellante, c'est le collectif. C'est en fait amorcer une vie bas carbone, c'est une action qui est intrinsèquement collective parce que la plupart des solutions qui sont proposées, le circuit court, le fait de partir peut-être moins loin, plus près de chez soi, le fait de s'engager en association, le fait de sensibiliser les gens autour de nous et de se laisser sensibiliser par nos proches, c'est des actions qui intrinsèquement vont être très collectives et dans une société qui est finalement extrêmement individuelle comme celle qu'on peut vivre aujourd'hui dans les grandes villes. Alors je parle des grandes villes parce que c'est ce que je connais le mieux en tout cas. C'est quelque chose d'extrêmement joyeux et d'extrêmement positif. Alors je dis pas que c'est pas dur parfois. On peut être frappé par l'abattement ou la peur ou la rage quand on voit la situation dans laquelle on est et les objectifs qu'on vise à atteindre et qui semblent ambitieux et parfois tellement lointains. Mais la solution, elle se trouve dans le collectif. Et amorcer une vie bas carbone, c'est aussi rejoindre une aventure collective dont je pense qu'on a tous envie de faire partie. Merci Victoire. Mathias? Allez, je vais suivre. Je suis totalement d'accord avec toi, Victoire. Pour faciliter les changements, on a besoin d'un changement de normes sociales et ça vient en s'adressant à tous de manière non culpabilisante et je pense que c'est ce qu'on essaye tous de faire, quotidiennement. Je vois beaucoup de t-shirts d'animateurs de la fresque du climat. Par exemple, si je veux convaincre ma famille de ne pas forcément prendre l'avion pour partir en vacances, si peut-être que je change peu de vêtements ou j'achète des vêtements qui peuvent paraître désuets, et ben, si je suis avec un collectif qui a compris pourquoi, ce sera beaucoup plus facile à mettre en place que si les gens autour de moi ne sont pas en train de changer de normes sociales. Et donc ça, je pense que c'est un espoir important, parce qu'on voit depuis 2 ou 3 ans les normes qui sont quand même en train de changer au niveau des sujets de conversation qu'on aborde avec ses proches. Ça devient maintenant assez facile d'aborder tous ces sujets. Après, bien sûr, on a tous nos biais. En travaillant chez Carbone 4, on a un énorme biais, par exemple. On ne s'adresse pas à un échantillon représentatif de la population. Mais pour moi, c'est un motif d'espoir important. Et une autre chose que je souhaite vous partager, je ne sais pas si vous avez regardé la conférence d'Étienne Klein et Jean-Marc Jancovici, mais c'est l'anagramme proposé par Étienne Klein que je trouvais sympa. Climato-sceptique donne complice sceptique. Au niveau de l'anagramme, voilà, si vous ne l'aviez pas entendu. Merci. Complice statique. Complice statique. Complice statique. Statique, ouais. Donc, ne restons pas statiques. Pierre-Alix, pour finir. Moi, pour le mot de la fin, j'aurais une question pour l'audience. Est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui ont déjà fait de la randonnée? De la randonnée, même une randonnée courte. Bon, il y a beaucoup de mains levées. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous vous souvenez à quel point c'était abominable? Est-ce que vous vous souvenez à quel point vous avez souffert? C'était affreux et vous n'avez plus jamais voulu entendre parler de la moindre montagne, vous étiez allergique à la moindre colline ou quoi que ce soit. Alors, je vois beaucoup de gens qui rigolent et qui ne sont pas d'accord. Et pourtant, concrètement, c'était le cas. C'est-à-dire que quand on part en randonnée, en général, soit il fait super chaud, soit il fait super froid. C'est pas du tout confortable. On transpire. En montagne. Oui, en montagne. Oui, effectivement. Je suis principalement en montagne. Mais en général, les conditions sont pas optimales. On transpire comme des oufs. C'est pas confo. Il fait. Des fois, on pue les pieds, par exemple, quand on s'arrête le soir et qu'on va dans la tente. C'est pas ouf. Au niveau alimentation, on mange pas ce qu'on veut, c'est pas Paul Bocuse tous les soirs non plus. Et puis même parfois, on a super mal au dos parce qu'on a dormi, il y avait une racine sous le sac de couchage, et donc c'est vraiment pas confo. Mais en fait, je vois que beaucoup de gens rigolent. Mais en fait, l'idée c'est que c'est pas parce que quelque chose est difficile et que ça demande un objectif différent que c'est forcément quelque chose de négatif, quelque chose qui doit nous faire mal, qui doit être sacrificiel. Là, quand on est en montagne, quand on est en randonnée, on se rend compte à quel point il y a un complet décalage entre les conditions matérielles de confort qu'on a
et le plaisir qu'on prend à faire les choses. Et je pense que quand vous parlez de vos randonnées, vous vous souvenez plus de tout ce que vous avez vécu, de la beauté des paysages qui étaient peut-être beaucoup plus beaux quand vous les avez vus en train de marcher en randonnée que quand vous êtes passé devant en voiture. Vous vous souvenez peut-être aussi du plaisir que vous avez pris à chaque pas de se rapprocher de l'objectif. Et de se dire, tiens, il y a la montagne là-haut, et de là-haut, on va avoir une vue de dingue. Et peut-être même aussi que vous vous souvenez de la relation que vous avez eue avec les gens. À quel point vous avez tripé, vous avez pris des photos ensemble magnifiques, vous vous en souvenez toute votre vie avec vos amis. Peut-être que la transition bas carbone, ça peut être un peu la même chose. On est face à une montagne. Atteindre les 2 tonnes, c'est sûr que c'est une montagne. C'est pas évident, ça demande plein de trucs à remettre en question. Et pour autant, ça peut être un voyage super tripant. Ça peut être une opportunité pour nous de trouver plein de sens à tout ce qu'on fait au quotidien, de redéfinir plein de choses, de se donner beaucoup de place pour s'individualiser encore plus et trouver notre place, le rôle qu'on veut avoir. On n'est pas tous obligés de faire la même chose, on n'est pas tous obligés d'avoir le même mode de vie. On peut triper, on peut s'amuser, on peut exprimer son potentiel intérieur par rapport à ça. Et puis aussi au niveau collectif, on peut redéfinir ce qu'on veut. On peut imaginer des modes de société différents qui ne soient pas juste matérialisés par un indicateur, 2 tonnes en tant que tel. C'est bon, c'est cool, c'est un indicateur. Mais ça peut être aussi un projet de société. Comment on fait pour atteindre une société à 2 tonnes qui est celle qu'on veut avoir en termes de plein de choses qui dépassent le climat en tant que tel. Et donc, cette image de la montagne, moi, ça serait le mot de la fin pour vous, en tout cas, c'est d'imaginer le fait que c'est pas parce qu'on doit remettre des choses en cause, c'est pas parce que c'est différent de ce qu'on connaît aujourd'hui, que c'est forcément sacrificiel, sacerdotal, terrible. Ça peut être au contraire l'occasion de s'amuser encore plus. Merci. Merci à tous, merci à Pierre-Alix de 2 tonnes, merci à Mathias de Carbone 4 et Victoire de Low Carbone France. Bonne journée à tous, bonne prochaine conférence et c'est parti pour l'aventure bas carbone. Amorçons tous nos vies bas carbone pour passer à l'action et faire de l'impact. Merci Anaïs. Bonne journée.